Me laisser l'opportunité de parler aujourd'hui. Ah, attendez. Hop. Ouais, donc moi, c'est la première fois que je parle comme ça en réunion visio de ma thèse, donc un peu stressée. J'espère que ce sera clair et que ça va vous plaire. Je pense que ça va durer une trentaine de minutes, ma présentation. Voilà. Donc, j'ai écrit ma thèse. Donc, le sujet de ma thèse, c'était apport d'une approche philosophique dans la définition de la place actuelle du vétérinaire dans la société. Aujourd'hui, donc de précision, je ne suis pas philosophe du tout, je n'ai pas de formation de philosophie, donc il y a pas mal de concepts sur lesquels j'ai probablement plein de lacunes, mais c'est le travail d'une amateur passionnée. Et autre chose, ma thèse, je n'aurai pas le temps de vous la présenter en entier, donc je vais me focaliser sur certains points. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la lire en entier. Le plan de la présentation aujourd'hui, donc je vais commencer par essayer de vous montrer comment la philosophie peut nous aider à changer le monde en tant que vétérinaire. Et ensuite, en deuxième partie, on se concentrera sur trois sujets en particulier sur lesquels essayer de changer ce monde. Notre propre mal-être en tant que vétérinaire, le mal-être des animaux d'élevage et enfin l'écologie. Voilà, donc premièrement, pourquoi la philosophie peut nous aider à changer le monde? Donc souvent, ce qu'on me pose comme question quand je parle de cette passion pour la philosophie, les vétérinaires me demandent pourquoi la philo, quel est le rapport avec les problématiques des vétérinaires, ça peut paraître un petit peu bizarre. Donc moi, je pense comme tous les gens qui ont vocation au métier du soin, quand j'ai décidé de devenir vétérinaire, j'avais un peu envie d'être utile. J'étais un peu en quête de sens profond, enfin, c'est un peu ce que j'appelle changer le monde. J'avais envie de faire le bien quoi, autour de moi. Donc, sur ce, je rentre en école vétérinaire et je déréalise un petit peu, c'est-à-dire, enfin, je pense que c'est le cas un peu de tout le monde quand on se confronte à la réalité du métier par rapport à nos grandes idées, on se rend compte qu'on ne va pas changer le monde tout de suite, que finalement, l'essentiel de notre métier, ça va être de soigner des petits bobos, de faire des petites actions au quotidien qui sont pas moins importantes, hein. Mais on s'éloigne un petit peu de ce sens profond. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti pendant mes études. Et ça, jusqu'à ce que je découvre la philosophie. Donc, c'était à l'occasion d'un enseignement qui a été organisé à l'école Veto à Lyon par une philosophe et une prof de l'école où ils ont donc créé un enseignement qui s'appelait, c'était philosophie, enfin en gros c'était la philosophie appliquée au monde vétérinaire. Et donc là j'ai trouvé ça vraiment passionnant, ça m'a complètement changé, enfin ça m'a un peu bouleversée et je me suis dit bah si en fait en réfléchissant de façon philosophique on peut grâce à notre métier un peu changer le monde au quotidien quoi. Voilà. Et ça, c'était notamment quand j'ai découvert la philosophie d'Hannah Arendt. Donc c'est une philosophie qu'elle développe dans la condition de l'homme moderne. Encore une fois, c'est un livre que j'ai pas lu en entier. J'en ai lu des extraits, des commentaires. Donc voilà, ne m'en tenez pas rigueur s'il y a des lacunes dans ma compréhension de cette œuvre. Donc, pour comprendre Hannah Arendt, il faut comprendre que notre société, c'est une société qui est héritière des valeurs humanistes. L'humanisme, euh, en gros, l'humanisme, c'est une philosophie selon laquelle l'homme et sa quête de sens individuel vont être à la base de la société. C'est par opposition à d'autres définitions de la société qui précédaient ces philosophies humanistes, des conceptions qui considéraient que l'individu était moins important que le groupe pour avancer en société. Donc, la conséquence du fait que notre société est une société aux valeurs humanistes, ça va être, donc je vais me focaliser sur deux de ces conséquences. D'une part, c'est une société relativement individualiste, j'y reviens juste après, et d'autre part, c'est une société dans laquelle on a pu inventer, enfin mettre en place de façon généralisée la démocratie. Parce que si dans une société, on considère que chaque individu est aussi important que les autres, alors chacun a le droit de s'exprimer sur ce qu'il souhaite pour l'avenir du monde et de la société. Donc c'est ça qu'on appelle la démocratie. Voilà, donc cette société, elle est individualiste, c'est pas forcément négatif. C'est en gros que le moteur de notre société, c'est la volonté individuelle de chaque personne. Et cette volonté individuelle, donc, ça va être par exemple de s'accomplir dans le travail ou par le travail dans des loisirs plus privés comme, je sais pas, faire de l'ultra trail ou avoir une famille, des choses comme ça. Donc, c'est ça qui est très valorisé dans notre société, c'est l'accomplissement dans la sphère privée.
Et donc, selon Hannah Arendt, il y a un souci à ça, c'est que si on considère qu'on s'accomplit uniquement dans la sphère privée, on oublie complètement l'existence, pardon, d'une sphère publique. Euh, Cette sphère publique, donc, c'est la sphère de la vie active, définie par Hannah Arendt comme les interactions avec les autres dans le but de façonner le monde commun. C'est plus ou moins de la politique. Je sais que c'est un peu un gros mot pour les scientifiques et pour les vétérinaires, la politique. Euh, on a du mal souvent à considérer qu'en tant que scientifique, en fait, c'est un intérêt de s'engager dans la vie politique. Mais je vais juste vous lire du coup la définition d'Hannah Arendt du monde commun pour que vous compreniez un petit peu. Donc, le monde commun, c'est ce qui nous accueille à la naissance, ce que nous laissons derrière nous en mourant. Il transcende notre vie aussi bien dans le passé que dans l'avenir. Il était là avant nous. Il survivra au bref séjour que nous y faisons. Il est ce que nous avons en commun non seulement avec nos contemporains, mais aussi avec ceux qui sont passés et ceux qui viendront après nous. À défaut de cette transcendance qui les fait accéder à une immortalité terrestre virtuelle, aucun politique au sens strict, aucun monde commun, aucun domaine public ne sont possibles. Donc, c'est en existant non pas seulement en tant que vétérinaire accompli ou vétérinaires qui s'accomplissent grâce à leur travail, mais en existant aussi comme citoyen actif, c'est-à-dire seulement, ça peut commencer en parlant avec d'autres vétérinaires comme on fait aujourd'hui, par exemple. C'est comme ça, à mon sens, qu'on peut changer le monde. Voilà. Donc, comment? On va commencer par parler d'un sujet que vous devez bien connaître, c'est le mal-être des vétérinaires au travail. Euh, il y a l'étude de Truchot, bien sûr, qui a été publiée en 2022, qui a quantifié un phénomène qu'on connaissait déjà, donc c'est le burn-out des vétérinaires. C'est une profession qui en souffre dans son ensemble, hein. Et au-delà de le quantifier, ce bien-être, il a aussi permis d'en analyser quelques paramètres, donc d'en explorer les raisons en fait. Ce qu'il faut retenir, moi je vais l'analyser après de façon philosophique, mais c'est juste une petite pierre en plus à l'édifice parce que ce qui ressort de l'étude de Didier Truchot, c'est vraiment que la principale cause du burn-out des vétérinaires aujourd'hui, c'est la charge de travail. C'est vraiment ça le principal problème et tant qu'on n'aura pas résolu ça, ce sera difficile de résoudre le reste, enfin d'avancer. Voilà, donc moi, pour ma thèse, j'ai lu le livre de Pascal Chabot qui s'appelle Global Burnout, dans lequel il analyse le burn-out donc, dans la société en général, pas seulement des vétérinaires, sous un angle philosophique. Il considère que le burn-out, c'est un trouble du rapport à la société. Voilà, donc pour lui, c'est le résultat, ce burn-out, de quatre phénomènes: l'essoufflement du perfectionnisme, l'épuisement de l'humanisme, une course à la reconnaissance et bien sûr un burn-out qui concerne principalement les femmes. Tout ça, je l'ai analysé dans ma thèse et aujourd'hui, je vais me concentrer sur l'épuisement de l'humanisme parce que je pense que c'est le sujet qui est le plus en lien avec le reste de mon travail et qui est assez intéressant. Voilà, donc pour reprendre sur cet humanisme, donc on a déjà vu le but de l'humanité. Donc en gros, l'humanisme part du principe que chaque individu va... Pardon, je reprends. Dans l'humanisme, le but de l'humanité, c'est de progresser vers plus de connaissances pour atteindre une vie meilleure, donc par le progrès. Pour que ce progrès soit possible, il faut que chaque individu puisse participer. Pour ça, il faut donc garantir une égalité, et c'est le rôle qui est donné dans notre société aux professions de soins, l'éducation, les soins médicaux, toutes les professions d'aide en général. Donc, c'est des professions qui sont humanistes par essence, et pourtant, ce sont celles qui sont le plus touchées par le burn-out aujourd'hui. Donc, selon Pascal Chabot, on peut expliquer ce phénomène par une confusion entre deux formes de progrès. Donc pour lui, il y a d'abord un progrès, donc c'est le progrès auquel on pense quand on pense au progrès tout de suite, c'est le progrès qu'il appelle le progrès utile. C'est un progrès qui est défini par le fait qu'il est technologique, qu'il est rapide, qu'il est impressionnant. C'est par exemple créer des fusées, des centrales nucléaires, etc., etc. C'est quelque chose qui est très valorisé dans notre société. Mais pour lui, il ne faut pas oublier qu'il y a un autre aspect au progrès, c'est ce qu'il définit par le progrès subtil. C'est un progrès qui est humain, lent et invisible. En fait, c'est le progrès qui consiste à permettre à chaque nouvelle génération d'êtres humains de s'éduquer, d'être en bonne santé et d'exister parmi les autres pour participer à cet autre progrès.
Et c'est un progrès qui est beaucoup plus invisible et beaucoup moins valorisé que le progrès utile. Donc on peut se demander où est la place du vétérinaire entre ce progrès utile et ce progrès subtil. Il y a une part de notre métier qui est indéniablement du côté du progrès utile. C'est enfin utile. C'est jamais, ça peut pas vraiment être considéré comme utile de soigner des animaux. On est d'accord, mais en tout cas, il y a une part de ce qu'on fait qui obéit aux lois du progrès utile. C'est par exemple la chirurgie. La chirurgie va résoudre des problèmes de façon technologique, rapide et impressionnante. Donc c'est quelque chose qui est très valorisé dans notre métier. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'il y a toute une part de notre métier qui obéit aux lois du progrès subtil. C'est par exemple le cas des maladies, de la gestion des maladies chroniques. Euh, on a, dans la gestion de ces maladies-là, on est souvent un petit peu démunis parce qu'on va être dans une forme enfin, on va plutôt être dans la communication, dans l'accompagnement. On n'est pas dans une résolution de problèmes brutale et définitive. Et c'est pas forcément quelque chose qui est très valorisé du coup. Et c'est pas pour ça que c'est pas important. Voilà. Donc, donc, pour conclure sur cette première partie, on peut dire que quand on l'analyse sous l'angle philosophique, le mal-être au travail des vétérinaires en dit beaucoup sur les rapports entre nous, la société et ses valeurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que même si le progrès utile est un ajout fondamental à notre pratique, il est extrêmement important. Pour moi, ce n'est pas vraiment le cœur de notre profession et je pense qu'elle appartient plus par essence au progrès subtil et il ne faudrait pas oublier de se valoriser pour ça aussi. Voilà. Donc ça, c'est pour une petite analyse du mal-être vétérinaire sous l'angle philosophique. Et maintenant, se concentrer sur un point que je trouve très important, c'est le mal-être des animaux d'élevage. Donc, c'est un sujet qui est très complexe et sur lequel j'ai pas mal évolué en écrivant ma thèse et depuis que j'écris ma thèse. Donc, c'est un peu un travail en cours pour moi encore, mais je vais vous présenter un peu ce que j'avais fait dans ma thèse et comment j'ai évolué depuis. Voilà. Donc, pardon, je reprends mes notes. Oui, voilà. Donc, le vétérinaire, c'est un spécialiste de la santé animale. Donc, ça lui confère une place de spécialiste sur le sujet du bien-être animal. Aujourd'hui, on peut considérer que personne n'est vraiment contre le bien-être animal. C'est plutôt un débat qui est clos. Heureusement, tout le monde considère que les animaux méritent le bien-être. Mais un débat qui n'est pas clos du tout, c'est celui qui concerne les conditions de vie, d'abattage et parfois même l'existence de l'élevage. Voilà, donc je vais essayer de résumer un peu, enfin, assez grossièrement, les théories, enfin les éthiques en fait qui s'affrontent sur ce sujet-là. Euh, euh, Pardon, je me suis perdue. Euh, ouais, voilà, du coup. Pour résumer, donc donner des droits aux animaux, c'est quelque chose qui est plutôt acquis, mais ce qui n'est pas acquis, c'est quels droits pour quels animaux. Donc une première vision, ça va être de se dire des droits qui s'arrêtent là où leur utilité pour l'homme commence. C'est la vision qu'on peut appeler welfariste, de welfare bien-être en anglais. Donc on va considérer que les animaux peuvent avoir tous les droits qui sont en accord avec leurs besoins, mais on va s'arrêter là où, par exemple, on a besoin de les manger pour survivre. Et donc l'éthique qui s'oppose à ça, c'est l'éthique antispéciste en gros résumé. Pardon William si je dis n'importe quoi, mais en gros c'est celle qui considère que des droits des animaux doivent être fondés uniquement sur leurs besoins et sur nul autre critère, et donc pas sur leur utilité pour l'homme. Voilà, donc la question qui est soulevée entre euh, ces deux éthiques, ça va être de se dire, on va considérer qu'un oiseau qui n'est pas utile à l'homme peut vivre librement dans les conditions qui respectent son bien-être. Et par contre, un oiseau qui est utile à l'homme, comme la poule, on va accepter qu'il soit élevé en batterie parce que ça nous est utile. Donc, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est injuste? C'est là la vraie question. Et donc, j'ai essayé d'y répondre dans ma thèse en développant une réflexion qui était plutôt pro-élevage. Je vous expliquerai les raisons après. Euh, voilà, donc mon point de vue, c'est pas le point de vue des vétérinaires en général, c'est un point de vue et je vais vous le présenter et vous montrer comment j'ai essayé de défendre l'élevage dans ma thèse. Donc si on part du principe que cette situation, elle est injuste,
Euh, Par conséquent, c'est encore une fois, c'est un résumé, on va vouloir abolir l'élevage. Euh, et si on abolit l'élevage, ça risque de faire disparaître les animaux de rente de notre société et de la surface de la Terre en général, parce que c'est des animaux qui sont très peu adaptés à la survie dans le milieu sauvage en réalité. Si ces animaux de rente disparaissent, on perd le lien avec eux. Et pour moi, dans ma thèse, je suis partie du principe que le lien à l'animal, dans le fait qu'on va créer un lien particulièrement proche avec ces animaux domestiques par rapport aux animaux sauvages, on va comprendre leur souffrance beaucoup mieux que la souffrance des animaux sauvages. Il est un peu à la source de l'éthique animale, de l'empathie pour les animaux pour moi. Si cette empathie, si ces animaux de rente disparaissent, le lien à ces animaux disparaissent, l'empathie pour ces animaux-là disparaît en quelque sorte, et donc on a un peu un effondrement de l'éthique animale, peut-être un retour à la case départ. Voilà. Euh, je suis partie du principe que pour moi, l'élevage était important à maintenir, mais bien sûr pas dans n'importe quelle condition. Pour ça, j'ai utilisé les réflexions de Jocelyne Porcher sur le travail animal. Donc, elle développe le concept que les animaux domestiques travaillent pour l'homme, pour la société. Et en analysant ça, le travail, c'est une notion philosophique qui a été très étudiée par plein de philosophes. Je ne vais pas vous refaire un cours là-dessus, mais en gros, il y a plein de sortes de travail. Il y a un travail qui va être considéré comme aliénant. C'est une théorie qui est principalement développée par Marx. L'aliénation dans le travail, c'est quand l'individu se perd dans le travail, quand il est plus considéré que comme une machine, en fait. Et donc, pour elle, le travail est aliénant dans les productions industrielles, donc c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Par contre, dans certaines formes d'élevage, le travail peut être épanouissant. C'est ce qu'elle appelle l'élevage vrai. Et pour elle, c'est quelque chose qui est souhaitable. C'est ça l'élevage moral selon Jocelyne Porcher. Voilà. Donc, dans ma thèse, j'avais conclu que l'élevage peut être acceptable si on s'écarte des productions industrielles et qu'on se concentre sur l'élevage vrai, donc un élevage dans lequel le travail animal est épanouissant. Euh, voilà, aujourd'hui, je reproche quelques petites choses à cette réflexion. Donc, premièrement, je trouve le raisonnement un petit peu défaillant. Si on part du principe que l'abolition va faire disparaître les animaux de rente, en fait, je ne suis pas tellement sûre que les animaux de rente vont disparaître. On le voit aujourd'hui, il y a le développement notamment des nouveaux animaux de loisirs avec tout ce qui est chèvre, naine, cochon de compagnie, etc., etc. Je ne suis pas sûre que ces animaux vont disparaître de nos sociétés. Par contre, ce qui va disparaître s'il y a abolition, c'est le lien. Il va se transformer, en fait, ce lien à ces animaux-là va se transformer, on va passer du lien un peu pragmatique et pas forcément dénué d'affection du fermier pour ses animaux à un lien peut-être un peu plus anthropomorphique qui n'est pas forcément plus souhaitable. C'est quelque chose qui a à réfléchir. Et ensuite, ma réflexion, évidemment, elle est un petit peu de mauvaise foi parce que moi, j'ai en fait, pardon. Ouais, j'aime la culture qui est associée à l'élevage non industriel. En fait, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'aime les paysages que je connais, cette façon qu'ont les éleveurs et les paysans de créer du lien avec le vivant et une façon qui est, je pense, plus proche d'une forme de vérité que celles qu'ont des personnes plus citadines, comme lien avec la nature. Donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut continuer à travailler en essayant de me départir de cette mauvaise foi, en essayant de gagner plus de neutralité sur tout ça. Mais bon, voilà, c'est des sujets qui me passionnent et j'espère que je réussirai à, à défendre l'élevage de façon un petit peu plus, de façon un petit peu plus neutre. Voilà, donc enfin, on va parler un petit peu d'écologie. Euh, Parce qu'évidemment, c'est l'avenir et c'est extrêmement important d'en parler quand on parle de la place du vétérinaire dans la société. Donc, petit rappel, on va encore parler d'humanisme. L'humanisme, donc, rappelle, l'individu et sa quête de sens individuel sont le fondement de la société. Par conséquent, le but de la société est de sortir, pas par conséquent, pardon. Donc, le but de cette société humaniste, c'est de sortir les humains de la survie par et pour le fameux progrès. On va l'assimiler au progrès utile. On va arrêter la dichotomie progrès utile, progrès subtil dans cette partie-là. Le progrès dont le but ultime, c'est d'apporter une vie meilleure aux êtres humains avec toujours plus de confort. Donc ça, c'est les idéaux qui fondent notre société depuis des siècles et qui nous ont amenés où on en est aujourd'hui, donc à une société certes plus confortable dans laquelle on vit mieux, mais qui est en pleine crise écologique. Voilà.
Donc, en écologie, il y a plein de façons de voir les choses. Moi, j'ai choisi de décomposer les opinions sur le sujet en deux visions. La première, c'est la vision qu'on appelle l'éco-modernisme. Donc, c'est vraiment la vision qui considère que la crise écologique, c'est certes un challenge pour l'humanité, mais qu'elle peut être surmontée grâce au développement de nouvelles technologies. C'est par exemple l'exemple du nucléaire, c'est de toujours valoriser ce progrès et les évolutions technologiques qui vont nous sortir de ce mauvais pas. Donc, selon eux, le progrès est toujours un idéal et une grande valeur à suivre. Pour autant, ils ne sont pas aveugles sur la réalité de la situation. Donc, pour contrer les conséquences négatives de ce progrès sans fin, ils proposent des solutions comme le fait, par exemple, de concentrer les activités humaines, dont l'élevage, dans les villes et pour laisser plus de place à la nature sauvage en dehors des villes. Donc, on a vu dans la deuxième partie de l'exposé que c'était quelque chose dans lequel le lien à l'animal se perd. Pour moi, c'est vraiment une vision qui n'est pas souhaitable pour l'avenir. C'est pour ça que j'ai envie de vous parler des autres écologies. Euh, hop, voilà, donc selon les autres écologies, c'est justement cet idéal du progrès qui est à abandonner. Euh, et alors, pardon. Ouais, donc c'est un idéal qu'il faut abandonner. On a vu que c'est la philosophie humaniste qui était à l'origine de cette grande idée, que cette philosophie humaniste était à l'origine quasiment de toute notre organisation sociétale. Et donc, si cette grande idée est remise en question, on peut se demander que proposent les écologistes comme objectif à la société. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écomodernistes et d'autres personnes de la société qui reprochent à l'écologie de défendre une certaine forme de nihilisme. Le nihilisme, qu'est-ce que c'est? C'est une notion philosophique qui a été principalement abordée par Nietzsche. Euh, c'est en gros le nihilisme, c'est quand les grandes valeurs qu'on pensait acquises et définitives s'effondrent. À son époque, Nietzsche évoquait la mort de Dieu, sa disparition complète du monde et le vide que ça laissait dans la société. Aujourd'hui, on peut appliquer cette idée à la grande valeur progrès et constater que si le but de l'humanité n'est plus le progrès vers une vie meilleure et un meilleur confort, on peut vraiment se demander si la vie en société a même un sens. Cela peut faire sombrer dans une forme de désespoir que Nietzsche appelle le nihilisme passif. C'est la pensée selon laquelle si euh, le progrès enfin, la grande idée qui est le progrès qui a fondé notre société disparaît, est-ce que la société a même un sens? Pas forcément, et on peut vouloir disparaître dans un retour au sauvage et abandonner même l'idée de société. Donc selon Nietzsche, c'est pas un nihilisme qui est souhaitable, le nihilisme passif, mais il veut défendre le fait que le nihilisme n'est pas forcément mauvais. Il existe selon Nietzsche un nihilisme actif. C'est celui qui consiste à penser que si les grandes valeurs du passé n'existent plus, d'accord, c'est pas grave, on va en inventer d'autres. C'est vraiment le fait d'oser avancer dans le vide, alors que, ok, tout ce qui a fondé notre société n'existe plus, mais en fait, c'est une page blanche pour écrire la suite, et c'est pas pour ça qu'il faut abandonner l'idée de faire société. Voilà, donc pour les vétérinaires, c'est vraiment pour moi une occasion de repenser notre métier, de penser notre vision des choses. Et ce qui est assez intéressant en écologie, c'est que souvent les solutions écologiques sont aussi des solutions qui favorisent le bien-être humain et animal. Donc il y a des idéaux et des nouvelles valeurs à inventer et je pense qu'on peut se permettre d'être optimiste. En tout cas, si on ne l'est pas, on ne trouvera pas de solution. Voilà. Donc pour conclure, pardon, alors je me suis perdue. Voilà, donc pour conclure sur la place du vétérinaire dans la société, par rapport aux mallettes, c'était vraiment un tout petit aperçu, une toute petite réflexion quoi, sur ce progrès utile et ce progrès subtil. Je trouvais le concept intéressant. Donc ne pas oublier que notre métier est par essence dans le progrès subtil. Il ne faut vraiment pas l'oublier parce que sinon on oublie de se valoriser pour certaines choses qui font notre quotidien. Et à mon avis, ça peut nous aider un peu à gérer ce mal-être. Ensuite, pour ce qui concerne la place de l'animal et l'évolution de cette place dans la société, pour les vétérinaires canins, c'est quelque chose qui est plus facile que pour les vétérinaires ruraux aujourd'hui. Euh, donc, euh,
Où est la place du veto dans ce débat aujourd'hui? Je ne le sais pas moi-même, mais je pense qu'elle est dans une réflexion sur l'élevage afin de sortir de la production industrielle dans tous les cas. Voilà. Euh, Enfin, sur les questions d'écologie, bah, elles amènent des nouveaux challenges pour les vétérinaires et je pense qu'on peut souhaiter un avenir plus juste pour les hommes et les animaux et que ça peut être compatible avec un avenir plus écologique. Euh, Hop, voilà, et tout ça, le mettre en pratique en n'oubliant pas de participer à la vie active dans l'espace public en parlant ensemble et avec les autres membres de la société. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Oups, j'ai oublié la... Voilà.